Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien, j'espère que, en tout cas, bien, écoutez, ma voix aujourd'hui c'est bon, hein, par rapport à la dernière interview qu'on a faite avec Paul, aujourd'hui c'est bon, elle est revenue, et aujourd'hui, en plus, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce que chaque jour qui passe, je remets en question notre réalité. D'ailleurs, faites-le hein, chez vous aussi, remettez en question un peu tout ce que vous avez appris. Ça ne doit pas être forcément écrit ou dit, ça peut être simplement des petites questions que vous posez, comme on nous interdisait parfois, étant enfant, à poser des bonnes questions. Posez-vous des questions, il est encore temps, et c'est toujours très 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 amusant de constater que finalement, souvent on a raison pour certains sujets, de s'être posé cette telle question, d'aller sur tel ou tel sujet. Et aujourd'hui, un sujet relativement, encore une fois, qui me tient à cœur, hein, une fois n'est pas coutume, sur la chaîne, c'est la civilisation parallèle dont va nous parler Paul aujourd'hui. Civilisation d'ailleurs que beaucoup de gens apparemment côtoient, même parfois sans le savoir. Donc on va vraiment étudier un peu tout ça aujourd'hui avec notre ami Paul. Bonjour Paul, comment vas-tu? Bonjour Alexis, bah écoute, ça va pas trop mal. Donc c'est censé être la semaine la plus déprimante de l'année, Ah bon? d'après ce que je te dis. Oui, oui, c'est le nouveau truc, mais ma foi, ça va pas trop mal. Mais malgré tout, tu as quand même un événement qui commence bientôt la semaine prochaine. Tu veux peut-être nous l'annoncer? Exactement. Donc la semaine prochaine, j'organise un cours en ligne et en direct le vendredi 30 janvier 2026 de 18h30 à 23h30 sur un thème vraiment important, c'est l'infiltration du mouvement de vérité par l'opposition contrôlée, tant au niveau des cinq sens qu'au niveau donc des entités, au niveau astral, au niveau des pensées intrusives, du channeling et tout. Donc là, on va vraiment parler de quelque chose qui est extrêmement important, quelque chose qui est malheureusement d'actualité. Donc pour vous inscrire, vous allez sur le site libredubonheur.com, vous verrez donc le cours, ça sera en première page. Je mettrai de toute façon le lien comme d'habitude, Paul, tu le sais bien. Donc il n'y a pas de problème. Donc inscrivez-vous, profitez-en, hein. On est le 25 aujourd'hui, donc c'est la semaine prochaine. On met tout ça en lien comme d'habitude. Donc aujourd'hui, effectivement, Paul, tu vas nous parler de cette fameuse civilisation bien parallèle. Et ça, j'adore déjà le titre, hein, parce qu'effectivement, j'ai toujours pensé, c'est ce que je disais un petit peu en intro, j'ai toujours pensé que au final, on ne sait pas par qui on est entouré. On a beau être en costard cravate pour les hommes et en belle robe pour les femmes, etc. On ne sait vraiment pas qui on côtoie. Et ça peut être du jour au lendemain. Finalement, est-ce que ça pourrait être un peu le parallèle de ce fameux film qui est un de mes films de chevet, They Lives de John Carpenter? Ah ben quelque part, c'est en parallèle. Et cette civilisation parallèle, elle existe depuis l'époque de la Tartaria et elle est à plusieurs niveaux. Par exemple, par exemple, comment ça se manifeste déjà dans notre réalité au niveau des cinq sens. Après, peut-être je te parlerai de l'historique, comment ça s'est mis en place et tout. Donc, au niveau des cinq sens, il y a toute cette société parallèle, cette civilisation parallèle, qui est composée d'humains exactement comme nous, donc qui est composée de personnes issues de lignées sataniques, mais pas seulement, c'est une partie de la population. Et cette société parallèle, on la côtoie tous les jours. Alors, je vais te donner carrément des exemples précis. Par exemple, en France, parce que en France, il y a une crise économique assez importante, comme tu le sais, comme en Belgique, comme en Europe en général. Mais les cafés, les restaurants à Paris sont toujours pleins. Et c'est des restaurants qui sont très chers. Donc, bien évidemment, il y a des gens, bon, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et tout, qui font ça honnêtement. Donc, ça, c'est une chose. Mais de, là, on parle de vraiment de restaurants, de cafés pleins. Donc, je me suis toujours posé la question, comment il peut y avoir tout ça quand il y a des crises économiques? C'était pareil même quand il y avait la crise de la dette en Grèce dans les années 2000 et tout ça.
euh, les restaurants, les cafés complètement pleins et tout. Donc, il y avait un truc qui clochait. Donc après, il y a beaucoup de fake aussi, parce que beaucoup de fake est annoncé. Et par exemple, un grand fake, pour la petite anecdote, ils annonçaient donc en 1990 qu'à la place Tiananmen, il y a eu un énorme, il y a eu des événements terribles. Je reste vague et tout. Une professeure de lettres que je connaissais, professeur de français, y était allée juste après, et paraît-il, il n'y avait rien, aucune trace de quoi que ce soit, rien. Les gens menaient leur vie comme ils mèneraient dans n'importe quel pays. Et cette professeure de lettres, totalement sceptique, elle avait dit, et ça je me rappelle bien, il faut vraiment se méfier de tout ce qu'on nous raconte parce que c'est pas vrai, parce qu'on n'a pas été sur place. Mais là, en l'occurrence, quand on parle de société parallèle, c'est carrément des gens qui ont accès à une économie parallèle, qui ont accès à une médecine parallèle, qui ont accès même à des technologies auxquelles le commun des mortels n'ont pas accès. Et c'est un système qui est compartimenté, et c'est au-delà des sociétés secrètes. Par exemple, quand on prend une société secrète, tu as la face exotérique des sociétés secrètes. Donc, c'est des gens qui rejoignent la société secrète pour faire des affaires ou parce qu'ils pensent recevoir un enseignement spirituel qui est très souvent tronqué. Et ça s'arrête là. Ensuite, plus ça monte, plus ces gens-là vont se rapprocher d'idéologies lucifériennes, sataniques et tout. Mais au-delà d'un certain point, il y a la face ésotérique de la société secrète. Autrement dit, c'est là où les vraies connaissances sont connues, où il y a accès à des technologies, à des techniques de magie noire, et où il y a des contacts avec des entités non humaines. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Par exemple, quand on voit une société secrète qui est très connue au Vatican, voilà, qui tient le Vatican, je n'en dirai pas plus. La face exotérique, c'est des prêtres en soutane, des hommes en noir, typiques. Ça, c'est la face exotérique pour les touristes. La face ésotérique, c'est des hommes et des femmes de toute religion, de toute nationalité, qui pratiquent le satanisme, qui sont spécialisés dans des manipulations génétiques, dans de la magie noire pour reprogrammer la réalité, et qui sont en contact avec des entités non humaines. Ça n'a rien à voir avec l'image traditionnelle qu'on a de cette société secrète. Donc là, on voit déjà que tout est compartimenté. Donc, à un moment donné, les gens des sociétés secrètes, quand ils sont à l'interface entre la face exotérique et ésotérique, ils vont avoir accès à certaines choses. Donc, cet accès à la société parallèle, ça peut se faire par la génétique, mais pas seulement. Ça peut être par le degré de compromission, la psychopathie. Ils peuvent aussi repérer des gens parce qu'ils sont brillants et donc ils les cooptent et ils les utilisent et tout. Ça peut être même des gens honnêtes qui sont là-dedans. Voilà, c'est ça le pire. Ils se font prendre dans un truc qui est absolument abominable. Donc le premier niveau de cette société parallèle, c'était un jour, c'était un jour quelqu'un que je connaissais qui était venu à une conférence et qui avait parlé du cas de cette personne qu'il connaissait, qui avait d'ailleurs témoigné un moment sur les réseaux sociaux, après il a tout retiré. Et en fait, cette personne, et ça m'a vraiment marqué, c'était quelqu'un qui avait fait des études universitaires, qui avait un poste relativement haut placé, mais ensuite il s'était fait licencier et sa femme l'avait quitté. Et donc il était surqualifié pour beaucoup de travaux et son travail, c'était une filière qui était bouchée, comme ça peut arriver par période et tout, surtout maintenant avec l'IA. Mais là, en l'occurrence, on parle de bien avant l'IA, on parle des années peut-être il y a 25, 30 ans. Donc,
Ouais, il y a bien 20-25 ans largement. Donc avant, il y a enfin une filière bouchée. Donc cette personne n'avait plus de logement, il logeait à l'hôtel et puis il vivait de petits boulots. Et un jour, il recroise un ami d'enfance. Donc là, ils se prennent un café ensemble et puis discutent. L'ami d'enfance avec qui ils avaient fait la fac. Et l'ami d'enfance lui dit, qu'est-ce que tu deviens? Donc le monsieur lui dit, ben moi, malheureusement, je me suis séparé de ma femme, je n'ai plus de travail, j'habite dans des hôtels et je vis de petits boulots comme je peux et tout. Et son ami d'enfance lui a dit, écoute, si tu viens chez moi la semaine prochaine, je te dirai comment recevoir tous les mois un, un salaire. Tous les mois, tu recevras 2 000 € et ensuite ça montera à 5 000, 10 000 € en fonction. Donc, il lui dit, mais tu déconnes ou quoi? Arrête, tu me fais des blagues et tout. Et puis, il lui dit, non, non, je déconne absolument pas. Écoute, là, je dois y aller, mais on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, 15 heures, tel quartier de Paris. Et il se trouve que c'était un beau quartier. Donc, quand le jeune arrive, quand le garçon arrive au rendez-vous, euh, il se dit, bah, c'est vraiment un beau quartier où il habite. Je sais pas trop comment il a fait, mais c'est un beau quartier où il habite. Et là, son ami vient le chercher, lui dit, bah, je t'amène chez moi. Donc, lui, il s'attend à ce qu'il habite dans un studio, dans une chambre ou en 2 pièces, un truc normal. Mais non, c'est dans un grand appartement parisien. Donc quand je dis grand, c'est vraiment très grand. 200-300 mètres carrés, près un truc voilà, quasiment un hôtel particulier, un truc absolument énorme. Et là il commence à discuter et tout. Il discute, c'est une conversation qui se passe bien. Et puis il dit, mais comment tu as fait? Et puis il lui dit, je vais te montrer ça tout à l'heure. Donc là, à ce moment-là, il dit, en attendant, je suis tellement content de te revoir que j'ai préparé un repas pour t'accueillir. Tu vas rencontrer mes amis et tout. Et là, les amis du copain arrivent et c'est des gens, ma foi, extrêmement, qui sont extrêmement sympas, qui sont extrêmement sympas et tout. Il s'entend bien avec eux et il se rend compte que c'est des gens vraiment de la haute société, mais sympathiques, ouverts d'esprit. Il y a une bonne entente et tout. Il commence même à recevoir des propositions de travail, de collaboration et tout, donc il est plutôt content. Et là, le repas est servi. Et là, c'est un repas qui est servi déjà par une femme une bonne en fait, donc et un repas, bon, que des produits de luxe, du caviar, pas forcément du champagne, enfin, tu vois, des produits de luxe. Et estime, il est vraiment monté très haut, ça m'intéresse vraiment. Et là, il discute et tout. Et puis, à la fin du repas, il dit, mais comment tu as fait? Voilà, je veux savoir comment tu as fait. Et il lui dit, bah, maintenant, on va y aller. Donc là, lui, donc le monsieur qui l'a invité, les copains du monsieur qui l'a invité, amènent leur invité dans une petite salle de l'appartement qui est très grande, une espèce de salle. Et là, il y a une dame tout habillée en blanc. Une dame peut-être la quarantaine, habillée en blanc. Et et puis elle les fait s'asseoir, il s'assoit par terre, il s'assoit, et puis là elle commence à faire des chants, commence à faire des chants. Et puis progressivement, les chants deviennent de plus en plus bizarres, et à la fin, c'est des chants qui vénèrent carrément Satan. Donc, donc ça dure comme ça pendant 1 heure à 1 heure et demie, et c'est des chants de louange à Satan. Après, il y a une espèce de cérémonie et tout ça à Satan où des feux sont allumés, des choses comme ça, mais ça s'arrête là. Et donc là, le copain et après la dame part. Voilà, donc ça en reste là, mais tu te rends compte un peu la portée des mots, c'est abominable. Et là, le copain lui dit, ben voilà, tu vois, tu viens 1 fois par mois à une cérémonie comme ça, tu auras 2 000 € par mois
qui tomberont sur ton compte, tu t'inquiètes de rien. Après, mes amis t'offriront une proposition de travail et tu tomberas comme moi à 15-20 000 euros par mois, très rapidement. Après, il y aura d'autres choses, il n'a pas précisé. Il n'a pas précisé quoi. Donc il se dit, mais c'est génial, s'il n'y a que ça à faire. Et puis après, donc il quitte son ami. Et donc le copain lui dit, voilà, si tu as envie de continuer, tu reviens ici dans un mois, tel jour à telle heure. Et puis voilà, à ce moment-là, les 2 000 euros tomberont. Et la personne était contente au début, puis après, c'était quelqu'un qui était profondément religieux, en tout cas dans sa jeunesse, et qui se pose quand même des questions. Et finalement, il se dit, c'est dégueulasse, les invocations qu'il y a, c'est dégoûtant. Et puis il se dit, dans quoi je me fourre? Donc il a pris peur et il n'est jamais revenu. Mais comme quoi, ça montre qu'il y a une économie parallèle qui est connectée au satanisme. En ce qui concerne cette économie parallèle, le chercheur de vérité très connu David Icke, par exemple, raconte le cas d'un homme en Australie, donc qui vient le voir à la suite à une conférence quand il pouvait encore y voyager, et qui lui dit, écoute, il faudrait qu'on parle et tout. Donc l'homme part et ils échangent et c'est un homme qui a énormément de connaissances. Et à un moment donné, l'homme lui dit, bah écoute, je fais partie de telle ou telle société, donc comme je pense société secrète, voilà. Enfin, Ike n'élabore pas, je fais partie de telle ou telle société secrète. Si tu nous rejoindrais, tu aurais beaucoup plus d'informations, mais il faudrait que tu évites d'aborder tel ou tel sujet. Et si tu nous rejoins, je te fais un cadeau. Et puis là, il sort une carte de crédit qui n'appartient à aucune banque connue. Et il lui dit, c'est une carte de crédit où n'importe où tu seras dans le monde, tu pourras avoir accès à la somme d'argent que tu veux. Mais ça, c'est seulement si tu nous rejoins. Et David Icke, mais ça, c'est vraiment à sa décharge, justement, au contraire, c'est tout en sa faveur. Il n'a jamais accepté. Et puis il a témoigné par rapport à ça. Donc déjà ne pas accepter de se faire compromettre, chapeau, d'autant plus que c'était une période où il avait beaucoup de difficultés. Voilà, un divorce difficile, beaucoup de moqueries, beaucoup de problèmes. Donc vraiment, chapeau à lui. Donc rien que ces deux témoignages, ça montre qu'il existe une économie parallèle. Après, oui, Je voudrais juste rajouter un truc, c'est que, bon, là, il y a un ami qui nous regarde, en fait, qui aime bien ce que tu fais, et je vais peut-être un petit peu déformer ses mots. Alors, c'est pas volontaire, c'est parce que c'est un peu le téléphone arabe, il m'a raconté ça il y a quelques années. Mais je sais qu'il a eu quelque chose un peu, ça va sûrement lui parler, un peu similaire. Et il avait rencontré un couple. Alors, tu m'excuseras, hein, je vais pas citer ton prénom, mais tu m'excuseras, je vais sûrement un petit peu, voilà. On corrigera après s'il faut dans le texte. Mais c'est vrai que voilà, il avait rencontré un couple, je crois, dans un festival ou en tout cas dans un lieu public, je ne sais plus exactement comment ça se passe. Il discute avec eux. Bon, il rentre chez lui, des semaines, les mois passent, etc. Et un jour, ce couple vient sonner chez lui. Mais il n'avait jamais donné son adresse, en fait, parce que bon, bah, il les connaissait pas plus, et puis tu donnes pas ton adresse comme ça à des inconnus. Et donc, ils viennent sonner chez lui, et voilà, ils discutent un petit peu, etc. Et puis, en fait, ils lui disent comme ça, mais est-ce que tu as, bon, je vais pas dire son prénom, hein, est-ce que tu as quelques problèmes en ce moment? Comment est-ce qu'on pourrait t'aider? Alors lui, bon, il est honnête, voilà, il dit, voilà, j'ai quelques problèmes de sous en ce moment, un petit peu financier, voilà. Et il est dans le monde artistique d'ailleurs, hein. Et donc finalement, voilà, j'ai des problèmes de sous, d'argent. Et voilà qui sort en fait une enveloppe avec, je crois, je sais plus si c'est 500 euros ou 2 000 euros, enfin peu importe, une somme conséquente pour des gens que tu connais pas de toute façon. Même 50 balles d'un inconnu ou d'une inconnue, c'est déjà louche. Mais là c'est 500 ou 2000, un truc dans le genre, enfin bref. Et donc voilà, il sait pas quoi dire, et bon, il les remercie. Ce couple part, hein, je fais vraiment très court. Et, et un jour, je crois qu'il les revoit lors d'une soirée,
chez un ami à lui, une soirée, et il revoit ce couple, qui le reconnaît. Lui aussi, il les reconnaît. Donc ils se parlent, etc. Ça va bien. Est-ce que ça t'a aidé, ce qu'on t'a donné la fois passée? Est-ce que donc il dit oui, hein, bien sûr, il acquiesce, voilà. Je vous remercierai jamais assez, etc. Et là aussi, je crois qu'il lui repropose de nouveau une petite enveloppe. Et en gros, et un jour, il n'a plus une nouvelle du tout. Enfin, jusqu'à présent, jusqu'en 2026, et il n'a plus jamais eu une nouvelle de ce couple qui a totalement disparu, qui a des radars, comme on dit. Donc il sait pas qui c'est exactement. Ils étaient bien habillés par contre. Ça, c'est un détail qui m'a frappé. Je me souviens, il m'avait un peu décrit ce couple comme étant très bien habillé, très net. Tu sais, hein, ça me fait presque penser un peu à la description qu'on en fait des Men in Black, justement, où ils sont toujours très nets sur eux. Même trop net que pour être honnête, mon Dieu, trop net. Et enfin voilà, donc c'est vraiment une. Voilà, je peux pas dire plus parce que j'ai plus les détails, mais enfin voilà, il va reconnaître son histoire. Et c'est quelque chose qui m'est vraiment resté voilà ici dans un coin de mémoire. Donc comme quoi il y a des histoires vraiment voilà qui me marquent parce que ça c'est quelque chose de pas courant. Et encore une fois, quitte est-ce que tu veux en parler quoi. Bon voilà, moi lui il m'en a parlé parce qu'il savait que j'étais ouvert à tout ça. Mais c'est vrai que tu dis ça à quiconque. On va dire ok, qu'est-ce qu'on mange ce soir quoi finalement, hein. Vous aimez cette vidéo? Alors n'hésitez pas à liker celle-ci et cliquez sur le bouton Boost et encore une fois en dessous afin de faire remonter sa visibilité. Vous pouvez également soutenir la chaîne des Sentiers du Réel en devenant membre soutien. Merci et bon visionnage. Ouais, oui, ça n'intéresse pas, mais pourtant c'est une réalité. Il y a par exemple une autre personne, donc c'est quelqu'un qui est une individu ciblé et elle ressent donc les vibrations des gens. C'est une médium, une thérapeute et une artiste, donc quelqu'un qui a, voilà, qui a quand même une place dans la société, donc que je ne nommerai pas, je dirais même pas où elle est parce elle est connue dans son domaine. Voilà, mais elle, un jour, elle était dans un restaurant et elle ressent quand elle est ciblée. Donc elle a réussi disons, à transcender, enfin, transcender, c'est pas le mot, mais disons, à mener sa vie malgré ça. Et ça lui a provoqué des maladies chroniques, enfin, ça. Je ne je vais pas trop rentrer dans les détails. Et elle rencontre un jour, elle est au restaurant et elle voit un couple qui est assis à une table en face. C'est un couple 35-40 ans, très bien habillé et tout. Et là, ils sont en train de parler de banalités, euh, notamment voilà, de trucs que c'est des conversations de boulot, d'argent et tout, mais des conversations pour être entendues. Et elle ressent, quand l'homme la regarde, parce qu'il la regarde, elle ressent une vibration extrêmement bizarre. Et comme c'est quelqu'un qui ressent, elle dit, ce n'est pas une vibration humaine, mais c'est pas une vibration d'hybride, pas une vibration d'entité, c'est quelque chose de totalement différent. Et plus tard, elle a fait ses recherches et elle s'est rendue compte que c'était une vibration qui était connectée à ce qu'elle appelait des habitants des bases souterraines du complexe militaro-industriel. Elle appelle ça, je ne sais plus ce qu'elle utilise exactement, mais elle avait compris que c'était des humains, mais pas des humains classiques. Et en gros, qui, se, qui rentraient dans la société, qui infiltraient la société et qui faisaient tout pour se faire passer pour des humains normaux. Donc, donc après, elle a mené ses recherches et tout, elle s'est rendue compte que tous ces gens-là fabriquent leur propre argent, ont leur propre système et tout. Donc elle est arrivée à peu près aux mêmes conclusions qu'un chercheur américain. Ce chercheur américain, c'est Walter Vetch. Alors Walter Vetch, donc c'est quelqu'un, pour la petite anecdote, j'ai connu Walter Vetch
par des rencontres donc de Personocratia, donc qui étaient connectées à GIS, où j'étais allé il y a très très longtemps de ça. Il y avait un certain Paul Bondarowski, donc qui est un Américain qui à l'époque habitait Paris. Maintenant, je pense qu'il habite aux États-Unis et qui m'avait parlé de Walter Vetch, quelqu'un qui avait énormément de connaissances sur tout ce qui était les bases du complexe militaro-industriel et les choses comme ça. Et en fait, il se trouve que Paul Bondarowski a édité le livre de Walter Vetch des années plus tard. Donc, je suis tombé sur ce livre qui est disponible du reste sur Amazon, qui est un livre très intéressant. Et dans ce livre, Walter Vetch parle de cette société parallèle, donc qui est à plusieurs niveaux. Donc, il explique par exemple que quand quelqu'un est repéré en fonction de certaines lignées, en fonction de sa génétique, ou parce qu'il a un profil qui convient, la société parallèle va, malgré lui ou pas, le faire monter. À un moment donné, la personne va, à un moment donné, la personne va être repérée par diverses sociétés secrètes et diverses choses comme ça, et va avoir accès à des postes importants, postes au niveau de la politique, postes au niveau de la banque, de la médecine et tout. Et c'est le même modus operandi dans tous les pays du monde, que ce soit au fin fond de l'Afrique, en Europe, en Chine, au Moyen-Orient, en Amérique latine, c'est le même modus operandi. Et la personne, parfois, ne s'en rend même pas compte qu'elle est utilisée. Donc la personne va monter, et si la personne, à un moment donné, si la personne, d'une manière ou d'une autre, se compromet, parce qu'il y a toujours une compromission, la personne va être acceptée dans ce qu'on peut appeler le début de la société parallèle. La partie, le bas de la pyramide, la société parallèle. Donc, c'est des pyramides, dans des pyramides, dans des pyramides. Là, la personne va avoir des codes à dire. Par exemple, elle va demander, si la personne est malade, elle va aller à l'hôpital et elle va demander, je voudrais parler au docteur un tel, et avec un numéro derrière. Truc anodin. C'est un numéro de code, et à ce moment-là, un médecin connecté à la société parallèle est appelé, et la personne a accès à la médecine de la société parallèle. Dans la banque, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil aussi. Alors, et c'est là où la société parallèle, elle est connectée au ciblage. Il y a des personnes qui sont dans cette société parallèle qui participent au ciblage en réseau. Ils ont des armes à énergie dirigée, des gadgets qui utilisent des intelligences artificielles. Et il y a des magasins qui sont des vitrines de la société parallèle. Donc ça peut être un employé sur 10 dans le magasin qui est au courant. Ils vont demander tel employé, donc ça, ils ont leur façon de fonctionner. Ils vont donner une phrase clé et l'employé va leur réparer, par exemple, une arme à énergie dirigée, un système d'IA et tout. Donc ça fonctionne comme ça. C'est les premiers niveaux de la société parallèle. Après, si ces gens ont bien servi quand ils vieillissent, leur sang est prélevé et ils sont clonés. Et ils sont clonés. Et ensuite, s'ils en ont besoin, leur clone est réutilisé pour reparticiper, resservir le système et tout. En fait, c'est un système qui est connecté à des technologies et à des choses comme ça. Quelque part, c'est des pantins de tout ça qui sont utilisés, qui sont utilisés et tout. Donc ça, c'est le premier niveau de la société parallèle. Après, il y a un autre niveau de la société parallèle où là, c'est des personnes. Alors, ce niveau de la société parallèle qu'on peut appeler le cœur de la société parallèle, c'est issu des lignes sataniques de la Tartaria.
Donc, quand le prédateur est arrivé à l'époque, la Tartaria, l'humain a été génétiquement modifié. Il y a eu des lignées sataniques qui ont été mises en place pour diriger le troupeau. Ces lignées sataniques, qui étaient les rois, les empereurs de la Tartaria, sont très compartimentées. Et dans ces lignées, dans ces lignées sataniques, donc il y a la partie exotérique et la partie ésotérique. La partie exotérique, c'était les rois, les empereurs de la Tartaria. La partie ésotérique, c'était des gens, des cousins éloignés, ou des gens qui n'avaient pas le même nom parfois que ces rois, mais qui tiraient les véritables ficelles du pouvoir. Alors je vais donner un exemple très précis. Par exemple, Élisabeth Ière, donc la reine d'Angleterre qui régnait entre 1558, si ma mémoire est bonne, et 1603, c'était la femme la plus puissante d'Europe à l'époque. Donc elle avait battu les Espagnols, l'invincible Armada et des choses comme ça. Elle avait fait de l'Angleterre une grande puissance européenne. C'était la souveraine qui était respectée, considérée comme une des femmes les plus puissantes du monde, pour faire simple. En fait, elle n'était qu'un pantin de sociétés secrètes et de lignées sataniques occultes, notamment de John Dee, qui était son occultiste, et son astrologue, qui était en contact avec des entités non humaines. Donc c'était John Dee qui tirait les ficelles. Et c'était pareil avec les empereurs de Chine, les empereurs aztèques et tout ça, toute cette civilisation globale. Donc je précise que je parle plus de civilisation globale que de Tartaria, parce que la Tartaria, c'est une région de Russie. Or, quand on parle de Tartarie, c'était mondial. Il y a énormément de vestiges en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique aussi. Donc, voilà, c'est rien à voir avec la Russie et tout ça. C'était une société globale qui a été victime du prédateur, qui est arrivé après l'apogée, qui a mis en place toutes ces lignées sataniques, qui sont devenus les rois et les empereurs de la Tartaria et qui ont régenté les masses par le satanisme. Donc, quand il y a eu le reset, la partie occulte de ces lignées sataniques, les vrais tireurs de ficelles, étaient au courant du reset, que la timeline allait être manipulée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en contact avec les entités non humaines et les anges déchus. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réfugiés dans des galeries souterraines et ils sont rentrés en contact avec des intraterrestres, pour faire simple, des entités non humaines, des humanités parallèles, euh, aussi des anges déchus et tout ça. Et il y a eu des transferts de technologie. Et ces lignées sataniques occultes et la face ésotérique des sociétés secrètes qui ont été mises en place à l'époque de la Tartaria pour cacher la connaissance aux masses, c'est ce qu'on appelle la véritable société parallèle. C'est ça, c'est ça vraiment la vraie société parallèle. C'est une humanité qui a développé tellement de technologies et qui a caché aux masses tellement de technologies, qui a voulu tellement de technologies. Et après le reset, les souvenirs de ces technologies ont été effacés aux masses, qu'on peut considérer ça comme une branche complètement séparée de l'humanité. D'ailleurs, il n'y a même plus d'humanité puisqu'elle pratique le satanisme. Donc c'est ça la vraie société parallèle. Et en gros, il régente l'humanité par le biais de magie noire et de choses comme ça. Et c'est une humanité parallèle qui est connectée aux galeries souterraines, qui est connectée à la Terre creuse. Après, il y a des branches manipulatrices. Je dis pas que toute l'humanité parallèle est forcément mauvaise, mais il y a des branches extrêmement manipulatrices. Et, euh, et d'ailleurs, cette humanité parallèle, par exemple, beaucoup d'alchimistes de la Tartaria, quand on décrit leur technologie, quand on voit ce qu'ils utilisaient, c'était pas transformer le plomb en or. Quand on voit le concept de golem, donc le golem, c'est des robots, des IA. L'homonculus aussi, c'est des manipulations génétiques. Donc ils disposaient de technologie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en contact ou avec cette société parallèle,
ou avec les entités sans âme. Et donc voilà, c'est très compartimenté. Donc cette société parallèle, selon Walter Vetch, est rentrée en contact avec différents types d'entités et tout. Elle a ensuite construit des villes dans des galeries sous la terre parce que la terre est creusée de galeries. Selon les témoignages de Walter Vetch, donc dans ces villes, cette société parallèle vit dans un luxe inouï et dispose de technologies, donc par des échanges avec des entités non humaines, des entités qu'on pourrait qualifier intraterrestres. Après, il y a des connexions au-delà du mur de glace. Il y a des rituels pour invoquer aussi des anges déchus et des choses comme ça. Et cette société manipule l'humanité de surface. Et parmi les technologies développées par ces sociétés, c'est des systèmes pour contrôler les cycles d'incarnation, réincarnation. Autrement dit, quand une personne, cette société parallèle, meurt, elle est mise dans un système et elle se réincarne ou dans un clone qui est beaucoup plus jeune, ou bien il y a des personnes qui sont enlevées et l'âme de la personne vieillissante qui meurt est mise dans la personne jeune et l'âme de la personne jeune est mise dans la personne vieille. Il y a des systèmes de régression en âge qui sont utilisés dans le programme spatial secret et tout, puisque cette société parallèle est connectée au programme spatial secret. Donc, ça va, ça va vraiment extrêmement loin, et c'est là d'où tout le monde de surface est dirigé, pour faire simple. Et c'est intéressant parce que je te coupe la parole, Paul. C'est que c'est un peu une réponse. Alors bon, ils ne le prendront pas comme tel sans doute, mais que c'est une réponse à ce que beaucoup de conformistes disent en fait. Oui, mais comment voulez-vous impliquer autant de monde sans qu'il y ait personne qui parle? Ben, en fait, voilà. Parce que justement, je veux dire, quand je dis impliquer autant de monde, c'est impliqué dans un projet justement complotiste, hein, dit en tout cas complotiste, ou en tout cas, voilà, ou avec un plan bien établi. Comment est-ce qu'on peut, et je comprends la question, hein, tout à fait, elle est légitime en fait. Comment est-ce qu'on peut impliquer autant de monde sans qu'il y ait personne qui parle? Bah, en fait, voilà la réponse, enfin une des réponses en tout cas, c'est que ce sont des gens qui travaillent pour le même gouverneur, en tout cas, ou en tout cas un groupuscule, tel une secte, telle l'armée aussi, hein, qui doit vraiment se taire aussi. Voilà, autant faire que se peut. Mais c'est vraiment ça. Pour ma part, c'est une réponse un petit peu à tout ça. Enfin voilà. Oui, oui, mais cette société parallèle, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, les bouddhistes, donc, ils parlent de cette société parallèle. Eux, carrément, ils disent recevoir leurs ordres de Shambhala, Shambhala connecté à la société parallèle, et c'est pas du tout positif. En fait, les bouddhistes donc sont utilisés, alors pas le bouddhiste de base et tout ça, mais le sommet, je parle bien du sommet, ils sont utilisés pour créer un maximum de chaos, pour transcender le bien et le mal, parce que plus il y a de chaos, plus en fait, plus en fait le Messie qui est connecté à Shambhala et à la société parallèle, le roi du monde, comme ils appellent ça, viendra sauver l'humanité. Et ça, c'est une idéologie qui est connectée au bouddhisme noir. Et cette idéologie vient directement des manipulations de la société parallèle. On retrouve cette idéologie chez ceux qui ont dirigé l'Allemagne dans les années 30 et 40. D'ailleurs, quand l'Allemagne est tombée en 1945, quand il y a eu les combats, il y a eu des moines bouddhistes qui ont été retrouvés morts et les sociétés secrètes qui dirigeaient l'Allemagne dans les années 30 et 40 ont eu des contacts avec des entités non humaines, mais aussi au Tibet avec justement cette société parallèle. Et eux-mêmes disaient que tout était dirigé du Tibet. En fait, tout est dirigé de galeries souterraines. Après, il y a d'autres niveaux dans tout ça. Donc,
Donc, eux-mêmes parlaient de ça. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que le chef de l'Allemagne des années 30 et 40, je ne dirai pas son nom ici, il avait reçu des contacts de personnes qui étaient parties donc en Amérique latine au XVIe siècle pour que la Prusse, à l'époque, je ne sais plus si ça s'appelait la Prusse, en tout cas un royaume qui ensuite a fusionné pour former l'Allemagne, est une colonie en Amérique latine pour chercher de l'or. Simplement, ils se sont fait attaquer quand ils sont arrivés dans la forêt amazonienne. Beaucoup sont morts et tout. Donc une partie d'entre eux se sont réfugiés dans des grottes. À l'intérieur des grottes, ils ont rencontré euh, une humanité parallèle. Cette humanité parallèle qui était connectée aux sociétés secrètes de la Tartaria, aux sociétés secrètes qui avaient été corrompues, qui avaient été détournées à la face ésotérique des sociétés secrètes, a inclus cette humanité, a inclus donc ces conquistadors allemands, on va dire, dans cette société parallèle. Et ils ont créé leur propre civilisation au sein de cette société parallèle, dans les cités souterraines. Et à un moment donné, ils sont remontés pour aller contrôler, manipuler les événements à la surface. En fait, c'était tout un jeu de marionnettes qui était prévu et tout. Donc, cette société parallèle, on la retrouve absolument partout. Euh, et elle est connectée à la Terre intérieure, au monde souterrain. Euh, autre exemple aussi, c'est la société secrète connectée à Rome dont je t'ai parlé. Elle est directement connectée à la société parallèle. Donc la face visible exotérique, c'est connecté à des prêtres en soutane et tout. Après, quand on arrive un petit peu plus haut, même dans la partie exotérique, il y a déjà un lien avec le satanisme, le luciférianisme, l'idéologie de rédemption par le chaos, où il faut un maximum de chaos pour que le Christ revienne et tout. C'est absolument terrible. Mais le vrai pouvoir, c'est la face ésotérique de cette société secrète, qui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, est composée d'hommes et de femmes de toute religion, de toute nationalité, qui n'a rien à voir avec le catholicisme ou le petit Jésus. C'est des personnes qui sont issues de lignées sataniques, qui sont spécialisées dans des manipulations génétiques et qui sont connectées, encore une fois, aux galeries souterraines. C'est connecté à toute cette société parallèle. Et ces personnes euh, sont spécialisées dans des manipulations génétiques. Beaucoup de politiciens, comme le canard, comme le parfum, sont issus des manipulations génétiques de cette société, de la face ésotérique de cette société secrète connectée à Rome, connectée à la société parallèle. Et ça, c'est le témoignage de Swali. Cette société parallèle est aussi connectée au CERN. Donc le CERN, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de surface où il y a l'accélérateur et les scientifiques ne sont même pas au courant qu'en dessous, il y a d'autres niveaux qui ouvrent des portes dimensionnelles et qui manipulent la réalité. Et encore sous terre, il y a un niveau qui est contrôlé par cette société secrète, par la face ésotérique de la société secrète, qui est spécialisée justement dans des manipulations génétiques, la création de chimères et la création de Néphilim. Et tout ça, c'est connecté à cette société parallèle. Quand on regarde un petit peu, toutes ces bases souterraines, toutes ces villes souterraines sont interconnectées. Donc, des personnes comme Thomas Castello ou Phil Schneider parlaient de systèmes de maglev qui, justement, connectaient connecter toutes ces différentes cités souterraines. Alors, après, dans cette société parallèle,
il y a une partie qui nous domine et une autre partie qui cherche à mener sa vie, à vivre sa vie. Par exemple, aux États-Unis, pas aux États-Unis, en Italie, dans les années 50, 60, 70, il y a eu un cas qui s'appelle l'affaire Amicizia, donc qui a été très très bien documenté par notamment un ufologue anglais du nom de Timothy Good. Et soi-disant, c'est des contacts avec des entités extraterrestres qui, en l'occurrence, étaient plutôt positifs, qui n'étaient pas des sauveurs, qui étaient plutôt positifs. Mais quand on lit ce cas, et il y a un livre qui a été écrit par Stefano Brescia et tout, on se rend compte que plus que des entités extraterrestres, on a affaire à la société parallèle, à une branche de la société parallèle qui cherchait en fait à être laissé tranquille. Donc voilà, pour dire ça, beaucoup de cas de contact sont aussi connectés à la société parallèle. Mais il y a une grande partie de la société parallèle qui est extrêmement manipulatrice. Après, il y a le témoignage, il y a le témoignage aussi de certaines personnes qui ont vécu des expériences de type MyLabs d'enlèvement par le complexe militaro-industriel. Et ces enlèvements ont lieu dans des bases souterraines. Et ces enlèvements euh, impliquent des technologies euh, qui ne sont pas des technologies de surface. Il y a une implication directe de la société parallèle. Par exemple, j'ai reçu le témoignage d'une personne qui a subi une MyLab. Lors de la MyLab, la personne a été génétiquement modifiée, donc elle a senti des modifications génétiques qui ont eu des répercussions sur son physique, et surtout elle a été connectée à un espèce d'exosquelette où elle a subi des expérimentations absolument abominables. Ces expérimentations absolument abominables étaient connectées à des rituels sataniques, et ces rituels sataniques étaient connectés à du vampirisme de louche et à du vampirisme d'âme. Il y a un autre témoignage que j'ai recueilli, pareil, d'une personne qui a subi à peu près la même expérience. Il y a même eu il y a même des recoupements. Voilà, ça, c'est quelque chose c'est quelque chose qui va assez loin. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que aux États-Unis, il y a eu le même genre de témoignage, le Ranger on Blade, donc qui recueille des témoignages d'anciens policiers, d'anciens militaires qui témoignent de ce qu'ils ont vécu. Et certains ont travaillé pour vraiment la face externe, on va dire, de la société parallèle. Certains lui ont écrit anonymement et ils décrivent littéralement des bases souterraines où des personnes disparues sont amenées et connectées avec la machine et complètement génétiquement modifiées. Derrière ça, il y a donc il y a ce qu'on peut appeler la société parallèle, donc la face ésotérique du complexe militaro-industriel. Il y a aussi la face ésotérique de certaines sociétés secrètes parce qu'il y a des rituels sataniques qui sont faits quand ces humains sont transformés en transhumains. Et les alchimistes associaient le transhumanisme avec la magie. Donc, tu vois un peu où j'en venir. Et il y a aussi la présence d'entités. Il y a aussi la présence d'entités non humaines. Et tout ça, c'est connecté à la société parallèle. Donc, on voit que ça va extrêmement loin. Quand on regarde, par exemple, une ville comme Paris ou Londres, quand on se promène et qu'on voit des chantiers, on se rend compte qu'il y a tout un niveau sous nos pieds. Donc il y a quelqu'un du nom de John Whitberg, donc qui est un survivant des programmes spatiaux secrets, qui a témoigné et qui a expliqué que sous la ville de Londres et sous diverses autres villes, il y a une ville qui est peuplée d'humains, mais aussi d'entités non humaines, et où les gens mènent littéralement leur vie. Donc, c'est des centaines de milliers de personnes qui sont situées dans des galeries souterraines, un espèce de Londres parallèle. Alors ça,
Ça, au début, j'ai eu beaucoup de mal, mais il y a une chercheuse australienne, Kathleen McCarlane, qui parle de ce concept de ville sous les villes. Et donc, cette personne, donc John Whitberg, disait que sous Londres, il y a un Londres avec des gares qui interconnectent les niveaux souterrains d'autres villes, qu'il y a une collaboration entre humains de la société parallèle et d'entités non humaines, et que il y a une connexion par le biais de certains bâtiments avec le monde extérieur. Et à Paris, et ça c'est une réalité que j'ai vérifiée, il y a des bâtiments où il n'y a rien dedans, c'est des faux bâtiments. En fait, c'est des immeubles haussmanniens, on pense qu'il y a des appartements et tout ça, mais il n'y a personne, aucun habitant dedans. Et officiellement, ces bâtiments sont faits pour aérer le métro, mais ils sont vraiment grands. Donc je pense que c'est des systèmes d'aération d'autres choses. Donc il y a des villes, qu'il y a littéralement des villes sous nos pieds. Donc j'ai mené une enquête où Gaëlle, une télépathe et survivante des programmes spatiaux secrets, s'est mise en état de conscience modifié. Et donc, je lui ai demandé, sans lui expliquer au préalable avant les informations qui avaient été données par John Whitberg, Walter Vetch et les divers témoignages que j'ai recueillis, ce qu'elle voyait sous la ville de Londres. Et sous la ville de Londres, elle a confirmé ce que disait John Whitberg, qu'il y a toute une société parallèle peuplée essentiellement d'humains, donc je le répète bien, peuplée essentiellement d'humains, où il y a une collaboration aussi avec des entités non humaines, et elle explique que cette société parallèle est connectée au programme spatial secret et au trafic d'êtres humains. Et elle a dit qu'il y a la même chose sous Paris et sous d'autres villes. Et c'est pas étonnant parce que tout se passe dans le monde souterrain. Par exemple, on revient dans le monde de surface, l'Opéra Garnier à Paris, et ça c'est tout à fait officiel. Il y a la partie donc où il y a les représentations d'opéra et tout qui est absolument magnifique, mais en dessous de l'opéra, il y a un lac, il y a énormément de choses. Et il y a une maquette au musée d'Orsay de l'Opéra Garnier. On voit que ce qu'il y a à l'extérieur, c'est plus petit que ce qu'il y a sous terre, et ça de manière officielle. En fait, il y a tout un monde souterrain. Et, et Nick Redfern, justement, a témoigné aussi que dans certaines stations de métro à Londres, il y a des personnes qui disparaissaient, et il a fait le lien. Alors lui, de manière froide, on va dire, il n'a pas poussé plus, mais il a fait un lien avec des sociétés parallèles et des choses comme ça. Donc il y a toute cette connexion, il y a toute cette humanité, il y a toute cette humanité parallèle qui est là, cette société parallèle qui est là sous nos pieds, et c'est vraiment l'interface entre le monde visible et le monde invisible. Donc tu me diras comment c'est possible qu'il y ait une société parallèle qui vive, qui vive comme ça sans que personne s'en rende compte. Ben, ça a déjà eu lieu et ça a encore lieu. Par exemple, il y a des pays comme la Corée du Nord. Bon, s'ils existent vraiment, personne n'y rentre, donc personne ne sait comment ils vivent. Quand il y avait la soi-disant guerre froide, qui était aussi une mise en scène, mais il y avait les deux blocs, comme pour les personnes qui ne connaissaient pas. Très peu de gens du bloc Ouest savaient comment ça vivait dans le bloc Est. Très peu de gens du bloc Est savaient comment était la vie dans le bloc Ouest. Donc, c'est tout à fait possible, rien qu'au niveau de surface, même avec Internet et tout, de compartimenter de quelque chose. Donc là, donc là, c'est tout à fait possible. Et il y a énormément de témoignages qui parlent de ça. Par exemple, en Russie, donc dans les années 20, il y a des explorateurs qui exploraient des grottes en Sibérie et ils sont tombés sur des constructions donc de style tartare qui étaient complètement sous terre, avec des humains de grande taille avec qui ils ont interagi. Ça, c'est connecté
à l'humanité, s'est connecté à toute cette humanité parallèle. Au mont Shasta, par exemple, les habitants parlent d'êtres grands et blonds, d'aspect humain mais grands et blonds, avec qui ils font du troc. Et pour les Amérindiens qui contactent encore ces êtres sont des humains, mais issus d'une autre civilisation. Donc après, ils appellent ça Lémurie Atlantide, peu importe comment on appelle, et qui sont connectés au souterrain du mont Shasta. Donc on retrouve ça vraiment partout. En Chine, par exemple, il y a les Dropas. Les Dropas, c'est un peuple de petite qui dit détenir un savoir des étoiles des autres planètes, qui lui aussi est connecté quelque part à cette société parallèle. Donc on retrouve vraiment la société parallèle un petit peu partout. Donc je vais donner encore un exemple de société, de société parallèle, d'usine de la société parallèle. Donc dans les années 70, il y a un certain David Lewis, donc qui voulait mener une expédition dans le Kentucky, puisque il avait eu des informations euh, par le biais d'Amérindiens, comme quoi il y avait des énormes galeries souterraines sous le Kentucky, avec des villes qui étaient peuplées d'humains qui habitaient dans les mondes souterrains. Donc, il a mené, il a mené littéralement son expédition. Pendant plusieurs mois, ils ont fouillé des centaines de kilomètres de galeries, parce que dans le Kentucky, il y a des centaines de kilomètres de galeries. C'était une expédition de 25 personnes très très bien financée. Euh, et pendant et ils n'ont rien trouvé. Donc là, ils allaient désespérer, puis ils se sont dit, on va quand même faire un dernier essai. Donc à un moment donné, il y a donc l'équipe, il y avait 25 personnes qui étaient divisées en 5 équipes de 5. Une des équipes de 5 tombe justement sur une espèce de couloir qui était couvert de plaques de fer. Donc là, ils vont chercher les autres équipes et ils y vont tous ensemble explorer. Et ils se rendent compte que le couloir débouche sur quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand qui est éclairé par une sorte de lumière artificielle avec des plaques de fer partout. Et à un moment donné, ils tombent dans une espèce de forêt, on va dire, souterraine, avec de la végétation et tout. Et là, ils tombent sur des champs. Et dans des champs, il y a des personnes d'aspect humain, donc des humains normaux, mais qui sont tous habillés de la même manière et qui travaillent les champs de manière synchrone, un petit peu comme si c'était des clones ou des personnes complètement robotisées. Et ils décrivent des ordinateurs, des choses comme ça, et ils rentrent là-dedans, ils ont peur, mais les clones ne les remarquent pas, ils sont trop occupés par leurs tâches. Et après, donc ils tombent ensuite sur d'autres portes qui bloquaient l'entrée de quelque chose. Donc, donc David Lewis, après, il a écrit un livre sur ça, où il tire pas de conclusion. Vraiment, il explique qu'il y a quelque chose qui se passe. Moi, je pense qu'ils ne sont pas tombés sur des intraterrestres, mais ils sont tombés sur une espèce de champ de culture, une usine, sur quelque chose qui était connecté à cette société parallèle. Cette société parallèle qui est vraiment connectée au monde souterrain. Et voilà, on nage. C'est comme Harry Potter, mais c'est une réalité. Cette société parallèle, réalité, c'est une réalité qui est là. Et ça, je pense que ça explique énormément de choses. Et c'est en fait l'interface entre les entités sans âme et justement et l'humanité de surface. Alors, cette société parallèle, selon donc le témoignage de Walter Vetch, selon aussi les enquêtes que j'ai pu faire avec Gaël, elle a accès au voyage dans le temps et dans les dimensions.
Et ça, et ça c'est corroboré par les survivants du programme spatial secret, c'est corroboré par aussi des récits d'abductés et tout ça, et des témoignages de première main du reste. Et cette société parallèle, elle utilise comme source d'énergie l'énergie libre, mais aussi l'énergie spirituelle, le louche, l'énergie émotionnelle qu'ils convertissent en électricité. Et ça, c'est parce qu'il y a une collaboration avec des entités non humaines, euh, des, des anges déchus et tout. Et cette société parallèle est derrière plusieurs événements dans, dans le monde, des événements, elle met en scène des événements pour extraire de l'énergie émotionnelle qui ensuite servent de source d'énergie à cette société parallèle. Quand cette société parallèle pratique des MyLabs en collaboration avec des entités non humaines, les personnes qui vivent des MyLabs disent qu'ils perdent des fragments d'âme. Une dame, la dame dont je t'ai parlé, quand elle a eu des MyLabs, elle disait qu'elle a perdu littéralement un fragment d'âme, une partie d'elle, et a disparu. Et certains témoins disent que le fragment d'âme est utilisé ensuite pour éclairer le vaisseau, pour éclairer le vaisseau ou les galeries souterraines. Donc là, on est dans le domaine de l'hypothèse, mais je pense que cette société parallèle, les entités sans âme et les anges déchus, ont une société qui est basée sur le vampirisme énergétique, sur l'extraction de louche, sur l'extraction d'âme, qui leur sert de source d'énergie. Et c'est pour ça que cette société parallèle est impliquée dans le trafic d'êtres humains, parce que l'humain est une source d'énergie, et c'est l'énergie que dégagent les émotions humaines, parce que cette société parallèle s'est déconnectée de ses émotions. Ça, c'est clair, c'est à ce niveau de technologie, il y a une déconnexion totale, et c'est l'énergie spirituelle, l'énergie de l'âme humaine qui sert de source d'énergie. Et cette société parallèle est impliquée dans le trafic d'âmes, en tout cas pour la partie négative. Après, il y a des parties, il y a des Tartariens aussi qui, lors du reset, sont réfugiés dans les galeries souterraines et tout. En fait, c'est vaste, c'est vaste, c'est multifactoriel. Et puis, il y a des humanités parallèles aussi, euh, qui, à l'époque de la Tartaria, avant le reset, et ça, on parle pas de société parallèle, mais on parle d'humanité parallèle, ont compris que quelque chose se passait, et ont compris que l'humanité de surface était en train d'être pervertie, manipulée par le prédateur, et donc on fuit l'humanité de surface et les sociétés secrètes et les lignées sataniques, et on continue à se développer dans des endroits reculés. Ça explique certaines légendes de fées, d'elfes, ça explique, voilà, ça explique ça, c'est qu'en fait, c'est des humanités parallèles qui ont continué à se développer dans des endroits parfois dans le monde de surface, sans forcément des technologies, mais qui se sont développées parallèlement à nous et qui ont gardé leur pouvoir psychique et tout, et qui nous craignent. Et c'est notamment des humanités de petite taille, certains géants et tout, ce qui explique bon, certaines apparitions de fées, de lutins et tout. Et donc, les humanités parallèles, c'est pas la société parallèle, mais c'est lié dans le sens où il y a des humains, Homo sapiens sapiens, mais aussi des humanités de petite taille et de grande taille qui, à la fin de la Tartaria, se sont séparés du reste de l'humanité et ont continué à se développer ou dans des galeries souterraines, ou parfois à l'extérieur de galeries souterraines, voire même ont réussi à passer dans d'autres dimensions. Et eux ne sont pas méchants, mais ils nous craignent et ils craignent cette société parallèle négative. Ça aussi, j'ai eu quelques confirmations par des enquêtes que j'ai faites avec Stéphanie en état de conscience modifié, qui parlait des Bretous, donc cette humanité parallèle dans le sud de la France, et elle disait que c'est des êtres d'une grande sagesse, qui ont beaucoup de choses à nous apporter, mais qui nous craignent et qui arrivent à se cacher de nous. Donc ça, c'est des humanités parallèles. C'est différent de la société parallèle, même si c'est lié, mais c'est différent
de la société parallèle qui, elle, nous manipule, qui est connectée à la face ésotérique des sociétés secrètes, qui est connectée au monde souterrain, qui est connectée aux lignées sataniques occultes, à la face ésotérique des lignées sataniques, et qui est connectée à ce système de contrôle. Alors, toujours selon Walter Vetch, donc dans ces villes souterraines, c'est certaines familles, c'est certaines familles qui ont accès à ces villes souterraines depuis l'époque de la Tartaria. Et parfois, si quelqu'un a très bien servi le système, autrement dit, c'est totalement compromis, euh, lorsqu'il est mort, ou avant de mourir, il est emmené dans les cités souterraines, dans les villes souterraines, et ensuite son âme ou son âme synthétique, parce qu'il n'y a même plus d'âme à ce niveau-là, est mise dans un clone de lui, mais beaucoup plus jeune, ou bien dans le corps d'une personne jeune, et cette personne va continuer à vivre dans des cités souterraine ou bien va être réutilisée pour rejouer un rôle à une autre époque dans le cirque de la politique. Mais c'est extrêmement rare. La plupart des gens, même dans les faces externes de la société parallèle, n'iront jamais dans ces villes souterraines. Ou s'ils iront, c'est parce que les villes souterraines ont besoin d'eux. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la société parallèle. Ça va très loin. Je ne sais pas si tu as tout compris, mais n'hésite pas à me poser des questions. Est-ce que j'ai été clair? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Finalement, ben, c'est relativement logique quand il pense tout ce que tu viens d'expliquer, parce que si ça se fait justement en souterrain, d'ailleurs on dit toujours, c'est marrant parce qu'on utilise souvent l'expression en souterrain pour quand il y a quelque chose de caché, forcément. Mais si c'est souterrain, de toute façon, comme tu dis, personne ne pourra y contrôler, personne ne pourra y accéder. Et de toute façon, bah, ceux qui accèdent, ils ressortent plus. Hein. Voilà, en général, il y a comme ça des réseaux en France, il y a des réseaux au Mexique, il y a des réseaux, comme tu dis, partout sur toute la surface, en tout cas connue de notre monde, hein, on va dire ça comme ça. Et de toute façon, c'est les coulisses finalement. C'est vraiment là que se trouvent les coulisses de notre humanité à nous, en tout cas celles que nous on connaît. Et avec de temps en temps, eh bien, comme tu dis, des petites sorties hein, venant de personnes privilégiées qui viennent effectivement eh bien, se mêler à la population dite conventionnelle, hein, pour ne pas dire normale, celle que nous on connaît, voilà. Et puis voilà, il y a les infiltrés sont partout et ils peuvent disparaître du jour au lendemain. On peut y cacher des clones, comme tu dis, on peut les faire réapparaître. On peut, voilà, comme tu as très bien dit, on peut faire apparaître des humanités parallèles. On peut les faire disparaître du jour au lendemain. Euh, en fait, c'est le meilleur moyen de ne jamais pouvoir contrôler quoi que ce soit. Quand je dis contrôler, de pouvoir vérifier quoi que ce soit. Puisque ces gens-là apparaissent eh bien, d'une certaine manière, et souvent, comme tu dis, peut-être avec dans des, dans des, dans des coins reculés, hein, dans des déserts aussi, en Amérique, c'est assez connu. Voilà, il y a toutes des zones militaires là qu'il faut absolument pas explorer. Il y a un cas connu comme ça, je n'ai plus le nom, je le mettrai en lien d'un type qui Quelqu'un a avait, disparu. oui, d'un type qui avait même découvert une grotte, une entrée. Il se filmait, il avait une chaîne YouTube et du jour au lendemain, il a disparu parce qu'en fait, il fallait pas qu'il aille là, quoi. Et voilà, donc il y a vraiment, moi, je dis que c'est le meilleur moyen de cacher de toute façon, bah, tout le reste, en fait, toute l'histoire, tout ce qu'ils peuvent, et de ce fait, bah, pouvoir créer de fausses évolutions aussi. Tu sais, les fausses évolutions darwinistes, pour ceux qui y croient encore, tant pis pour eux, mais bon, bref. Euh, et donc, ainsi pouvoir faire disparaître, pourquoi pas, hein, théoriquement ou hypothétiquement, une civilisation, et en apparaître une autre du jour au lendemain, sans qu'il y ait à tout faire, sans qu'il y ait à tout reconstruire forcément, puisque tout est en dessous, en fait. Enfin bref, moi je me comprends, et je crois que tu as compris ce que je veux dire. Ils peuvent de ce fait vraiment faire absolument tout ce qu'ils veulent et faire un scénario, voilà, un scénario du jour au lendemain, une évolution, une soi-disant évolution du monde ou une involution, bref, ils peuvent vraiment, vraiment bah, tout manipuler de cette manière-là. Donc franchement, oui, moi ça me parle.
Et effectivement, ce qui est fou, c'est qu'il y a des connexions partout. On peut faire des connexions partout. Et encore une fois, bien, ça me, ça me fait vraiment dire que c'est la meilleure façon de pouvoir faire ces liens entre tel et tel événement, tel ou tel phénomène aussi. Puisqu'on le sait en ufologie maintenant, non, les ovnis ne viennent pas d'une autre planète, ils viennent d'ici. Mais ils viennent d'en dessous, en fait, donc tout simplement. Exactement. Et Voilà. d'autres dimensions, d'au-delà. Après, il y a Oui, le entre concept autres. de mur de glace, Oui, de terre creuse aussi, où il faudrait vraiment. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses à creuser, parce que c'est le cas de le dire. Voilà, enfin, c'est hyper intéressant. super intéressant. Et mon Dieu, voilà, il y avait déjà Tartaria qui était déjà très complet et très complexe en matière d'information et en matière de, disons, de connexion aussi, hein, avec tout ça. Et encore une fois, ben, on n'est pas sorti du trou du lièvre parce que franchement, voilà, c'est. Mais donc, non, non, c'est passionnant et ça fait sourire, mais c'est. Voilà. C'est vraiment autre chose que. Je crois que c'est beaucoup plus énorme qu'on ne pense. Déjà, de pouvoir en parler comme on le fait maintenant, c'est déjà, je trouve, déjà quand même énorme parce que ça laisse quand même une possibilité, encore une fois, d'expliquer pas mal de choses. Et encore une fois, je reviens avec les conformistes, comme je le citais là tout de suite, les gens qui se demandent mais comment est-ce que des gens peuvent travailler comme ça, voilà, en silence pour un gouvernement secret, on va dire. Ben, c'est pas compliqué, voilà. On a un élément de réponse, et cet élément de réponse est, je trouve, relativement simple à comprendre, avec malgré tout des détails très complexes. Mais c'est d'une logique imparable, en ce qui me concerne en tout cas. Voilà, mais effectivement, il faut déjà être ouvert, je crois, à pas mal de choses pour pouvoir appréhender ce genre de thématique, parce que ça va très très loin, quoi, voilà. En tout cas, merci Paul, vraiment, pour... Gratitude, Alexis, de cette Ah oui, invitation, parce que ta chaîne reste un des rares bastions, on va dire, de la liberté d'expression dans le monde francophone. Donc, gratitude d'être là. bah oui, on essaye de faire pas comme les autres surtout, et puis on essaye d'ouvrir un max, disons, les yeux aux gens, alors pour peu qu'ils veulent aussi, hein, bien sûr. C'est sans obligation, comme je le dis depuis 10 ans. Tout n'est pas aussi servi sur un plateau. Il faut absolument faire ses recherches, comme je le dis à chaque fois. Ne pas nous croire, mais en tout cas nous écouter, c'est déjà pas mal. Et pour pouvoir faire vos propres recherches, moi je le dis, je le revendique, c'est la meilleure façon d'apprendre des choses. C'est comme ça que j'ai toujours travaillé moi personnellement, en faisant des recherches, de lire des bouquins, d'écouter des gens comme Paul par exemple, et de vraiment, voilà, de pouvoir, encore une fois, faire ces connexions. Et puis, si vous avez la possibilité de parler anglais, d'aller du côté aussi, côté anglophone, puisque là, encore une fois, il y a énormément de choses qui sont dites de ce côté-là, moins du côté francophone. Donc c'est peut-être pour ça, voilà. On peut dire que, merci Paul pour le, pour le compliment, mais c'est vrai que de ce côté-là, eh bien, c'est vrai que côté francophone, il y a pas beaucoup d'émissions dans ce genre-là, et voilà. Et, enfin, en tout cas, voilà. Grand merci, Paul, vraiment, pour cet exposé, hein, vraiment magnifique. J'espère que ça aura plu d'ailleurs aux auditeurs, et je pense que oui. Et vous nous le direz d'ailleurs en commentaire, chers auditeurs, bien sûr. N'hésitez pas surtout à faire le pouce boost s'il est disponible, bien entendu, à vous abonner à cette chaîne, à parler des Sentiers du Réel. Il y a beaucoup de gens qui regardent la chaîne et qui ne sont pas abonnés. Donc faites péter les compteurs, s'il vous plaît. J'ai besoin de visibilité. Et aussi, Paul et tous mes invités d'ailleurs, ça aide effectivement un petit peu toute la communauté. On remettra, bien entendu, de toute façon, tous les liens de Paul en description comme d'habitude. Paul, donc voilà, bien sûr, la conférence la semaine prochaine. Donc de toute façon, nous on se tient au jus. On avait promis cette émission effectivement la dernière fois, hein, lors de la dernière émission. C'est chose faite, donc vraiment grand merci Paul pour tes recherches, pour ton travail. Et voilà. Et vraiment j'invite les gens aussi à aller s'abonner sur la chaîne de Paul, qui a je crois plus de 14 000 abonnés si je ne m'abuse. Et voilà, donc ça grimpe, ça grimpe. Donc soutenez Paul aussi en achetant bien son dernier livre, je mettrai en lien aussi. Et bien entendu, voilà. Tu peux nous rappeler le titre Alors, c'est la matrice archontique et Ok. le piège temporel, où je reviens justement sur cette société parallèle, sur beaucoup, beaucoup de points.
Magnifique. Donc, dernier bouquin de Paul, en tout cas pour l'instant. Et voilà, on te souhaite vraiment, Paul, au nom des auditeurs et moi-même, eh bien, courage, force à toi, et surtout continue tes recherches parce que, voilà, je crois que toi, tu fais aussi partie des rares cherchants, hein, pour ne pas dire chercheurs, voilà, qui, en plus de ça, parle super bien anglais. Et donc, comme son t-shirt le dit, no worries, il n'y a vraiment aucun problème. Donc merci beaucoup Paul, merci à toi, encore une fois une meilleure année à toi, hein, bon, si on peut encore le dire, mais en tout cas oui, force et courage comme je le dis, continuons nos recherches, continuons à éveiller les gens s'ils le veulent, et voilà, donc on vous fait des gros bisous, en tout cas Paul, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, merci à vous tous et puis au plaisir de vous revoir. Gratitude pour votre soutien. Merci à tous ceux qui viennent à nos conférences, visites guidées, qui participent à nos cours. C'est vraiment ce qui permet à cette recherche de continuer et à ce travail de continuer. Donc, gratitude à vous tous et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Salut, à la semaine prochaine peut-être, ciao ciao. À bientôt. Au revoir.